Jamais 203 pour le PSG, on se pose la question dans le Club des 5. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Et oui, c'est l'heure des previews des demi-finales de la Ligue des Champions de cette édition 2024-2025. On a un très très beau tableau et on va commencer aujourd'hui par la première de ces demi-finales, Arsenal contre le Paris Saint-Germain, avec l'objectif pour le PSG d'enchaîner après Aston Villa, après Liverpool, un nouveau succès contre une équipe anglaise. Pour en parler aujourd'hui, bien sûr, l'ennemi numéro 1 du Paris Saint-Germain, Najim Medini. Salut à toutes et à tous. Effectivement, je suis un peu seul contre tous, parce que j'imagine qu'il va y avoir pas mal de personnes qui vont être pour le Paris Saint-Germain. Hâte quand même de voir cette double confrontation. En plus, deux équipes qui se sont déjà affrontées en saison régulière, même si j'imagine que ce match-là aura quand même une saveur quand même particulière, différente. Au retour, normalement. Parce que tu as porté chance. J'ai porté chance cette fois-ci. Contre le Real, voilà, au Bernabeu. Donc, normalement, au retour, j'y serai. Donc, vu que c'est là-bas que se va jouer la qualification, j'espère que je vais porter chance à nouveau. Tu as des bons souvenirs au parc de manière générale dans ta vie? Je suis allé à chaque fois voir des matchs qui n'avaient pas beaucoup. Okay. Ah non, quoique, j'étais allé voir un Paris-Lyon et Paris avait gagné. Donc, voilà, donc ouais. C'était pas un super souvenir. L'heure de la revanche. Ouais. Elton Mokolo est avec nous également. Comment ça va, Elton? Bonsoir Sam, bonsoir Najim et bonsoir à toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. Serein pour ces demi-finales? Très impatient en tout cas. Est-ce que je referai avec vous la preview de la finale Arsenal-Barcelone? Ce serait beau. La revanche de 2006. Il y a encore deux matchs, Ouais. Ah là, la modestie, bien sûr. J'attends cette confrontation depuis longtemps. J'espère qu'elle arrivera cette année. Ouais, ce serait pas mal. Ce serait une belle revanche. Parce qu'il y a eu des Arsenal-Barcelone, mais c'était à une époque où je ne connaissais pas encore Elton Mokolo. Oui, bah oui. Donc là, ça aura une saveur particulière. Ouais. Encore heureux que vous ne connaissiez pas depuis 20 ans. Bientôt, on pourra le dire, mais pas encore. Ravi de vous retrouver, les socios, bien sûr, pour commencer avec vous à parler de ces deux demi-finales. Je vous le disais, on va d'abord se concentrer, bien sûr, sur Paris-Arsenal. Il y aura une autre vidéo qui sera disponible également sur la chaîne. On va parler du Barça qui jouera contre l'Inter. Je vous remercie. Vous êtes de plus en plus nombreux, bien sûr, à nous suivre en podcast, à nous regarder sur la chaîne YouTube, toujours avec de nombreux contenus. On est très content que ça vous plaise et que vous soyez au rendez-vous. On y va donc pour cette première preview. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Le Paris Saint-Germain qui revient en demi-finale une année de plus. Et on espère, on va dire, pour le PSG que ce ne sera pas une année bis repetita cette année avec une nouvelle désillusion après Dortmund l'an dernier. C'est un duel de revanchard pour le coup, Elton, cette demi-finale. Surtout quand on la regarde d'un point de vue extérieur. On a Arsenal qui, depuis des années, n'a plus atteint ce niveau en Ligue des Champions et qui a envie de montrer son nouveau visage. Et le Paris Saint-Germain qui a envie de confirmer ce qu'il n'a pas réussi à confirmer l'an dernier. C'est un duel quand même assez intéressant, surtout quand on voit la trajectoire des deux équipes cette saison. On peut dire que c'est des revanches à des niveaux différents parce que Arsenal, depuis son retour à la Ligue des Champions en 2023, il est toujours question de s'affirmer un peu plus dans l'Europe du football et de montrer que ça va être surtout une équipe qui compte dans les derniers tours de Ligue des Champions. Et ça passe par un retour en demi-finale pour la première fois depuis 2009. Et en face, tu as le PSG qui a une déception qui est légitime, une déception qui a été grande par rapport à cette élimination contre le Borussia Dortmund, où ils étaient annoncés clairement favoris avec match retour. Là, il se trouve que le PSG sera encore une fois dans une situation de match retour à la maison en ce qui concerne la demi-finale. Donc, c'est en ce sens que ça va être un duel de revanchard. Bon, même si les deux équipes auront à cœur avant tout d'aller en finale et pas de solder les comptes du passé. Oui, bien sûr, mais on sent que c'est des équipes quand même qui ont des petits démons, Najim, et qui ont envie de prouver. C'est aussi des équipes très enthousiasmantes cette saison. On a peut-être 4 des 5-6 meilleures équipes, en tout cas sur le plan du jeu, cette année en Europe dans ce dernier carré. C'est vrai qu'on a pu souvent parler du fait que le PSG et le Barça étaient assez sexy cette saison, mais on se dit qu'une équipe comme Arsenal peut vraiment embêter le Paris Saint-Germain sur cette double confrontation, qui plus est avec la confiance acquise contre le Real. Bien sûr, en fait, ce sont deux équipes qui, pour moi, ont des forces et des faiblesses. Chacune des deux équipes va pouvoir compter sur un secteur fort. Pour moi, du côté d'Arsenal, je trouve que sur le plan défensif, c'est quasiment ce qui se fait de mieux en Europe. C'est la meilleure défense de Première Ligue. C'est une équipe qui peut compter quand même sur une solide base arrière, notamment les 4 de derrière. Déjà, ils ont des latéraux qui ne sont pas forcément des contre-attaquants comme on peut le retrouver au Paris Saint-Germain avec Hakimi et Nuno Mendes. On a Timber et Lewis Kelly qui sont plutôt des joueurs qui sont assez forts en 1 contre 1. On l'a vu Timber avec Vinicius qu'il a réussi à mettre dans sa poche. Lewis Kelly qui est également un bon défenseur en 1 contre 1 aussi sur le côté gauche. Tu as William Saliba en défense centrale qui, pour moi, si on prend les 4 défenseurs centraux, ça reste quand même le meilleur défenseur central des 4 avec un profil très complet, capable de couvrir dans la profondeur,
capable d'être bon dans les duels aériens, de défendre en avançant. Et puis à ses côtés, tu as un Kiwior qui a des qualités, disons, assez moyennes, mais qui, depuis la blessure de Gabriel, il fait le boulot. Il fait le taf, et forcément du côté d'Arsenal, on espère qu'il va continuer sur cette dynamique, surtout qu'il a été bon lors du dernier match de championnat contre Crystal Palace. Donc Arsenal peut compter vraiment sur une défense assez solide. Et puis en face, on a une équipe du Paris Saint-Germain qui, je trouve, a une force, c'est qu'ils ont une grosse variété dans sa manière d'attaquer. C'est-à-dire que tu as différents profils qui sont capables de faire beaucoup de choses sur le terrain. Quand tu prends un Dembélé ou un Désiré Doué, par exemple, ce sont à la fois des joueurs qui sont capables de proposer dans la profondeur, qui sont capables de demander dans les pieds, d'aller percuter, d'aller éliminer, qui sont capables aussi de percuter, d'aller fixer et de libérer pour un partenaire. Et puis surtout, tu as quand même beaucoup de permutations sur le front de l'attaque. Un Dembélé que tu peux retrouver d'un coup sur le côté droit. On ne sait jamais qui va vraiment démarrer, d'ailleurs. Exactement. Alors que du côté d'Arsenal, alors attention, on va falloir évidemment se méfier du potentiel offensif également d'Arsenal, surtout depuis le retour de Bukayo Saka. Mais je trouve que tu as des joueurs qui sont assez unidimensionnels. C'est-à-dire que Martinelli, tu sais ce que tu vas avoir avec Martinelli. C'est un joueur qui, lorsqu'il va avoir le ballon, il va être dans la percussion, soit il va chercher à repiquer sur son pied droit, soit il va chercher à déborder pour pouvoir centrer. Bukayo Saka, il est ultra efficace et c'est l'un des joueurs les plus dangereux au monde, mais c'est un joueur, on sait plus ou moins ce qu'il va faire aussi. Soit il va repiquer sur son pied gauche, soit il va réussir à faire la différence et déborder sur son pied droit pour pouvoir centrer. Je trouve que du côté du Paris Saint-Germain, ils ont quand même cette force, c'est qu'ils sont un petit peu plus imprévisibles, que ce soit dans leur manière d'attaquer ou alors dans la variété des profils qu'ils peuvent proposer. Il y a un truc intéressant, Elton, je le disais en intro, c'est qu'on est sur une Champions League aux allures de Première Ligue pour nos amis parisiens depuis les huitièmes de finale. Il y a eu Liverpool, il y a eu Aston Villa au tour précédent, il y a Arsenal. Ça va être intéressant aussi de voir ce qui a pu pêcher sur les derniers matchs côté parisien, notamment l'intensité qu'on a pu voir, que ce soit à Anfield ou à Villa Park, où on a vu le PSG sur certaines séquences de jeu prendre des grosses vagues. Ça va être intéressant de voir comment Paris va gérer cette équipe d'Arsenal, qui a un style un petit peu différent, mais qui peut aussi, sur un laps de temps, faire très très mal. Puisque l'intensité, tu as été challengé sur ta capacité à souffrir en défense placée. Pour moi, c'est toujours le principal enjeu du PSG. On connaît le PSG est jamais mieux quand ils sont capables d'activer leur pressing, leur contre-pressing. Par contre, la marge de progression, elle se situe clairement dans cette capacité à être une équipe qui défend efficacement en défense placée. Et c'est par rapport à ça que Liverpool l'a challengé lors de la seconde période à Anfield. C'est comme ça que Aston Villa est revenu au cours de la seconde période, parce qu'il y a moins de qualité défensive que sur le plan offensif. Et ça, on l'a déjà dit à plusieurs reprises, c'est une équipe qui est plus à l'aise quand elle a le ballon. Donc pour moi, ça va être un challenge face à une équipe qui, encore une fois, c'est une équipe caméléon. Quand on parle d'Arsenal, elle est capable de faire plusieurs choses. Et ils l'ont montré sur la double confrontation contre le Real Madrid. À l'Emirates, notamment sur des séquences d'attaque placées, ils ont été capables de faire mal au Real Madrid. Au match retour, sur la capacité à défendre efficacement son terrain, ils ont été performants. Donc par rapport à ça, il y a un premier échantillon, et c'était un exemple probant, c'était lors du match de phase régulière. Alors évidemment, les équipes ont évolué de manière significative. Le PSG de l'Emirates, ce PSG naïf lors de ce match-là, a plutôt changé à mon goût, mais ça vaut aussi pour Arsenal. Donc, mais par rapport à ça, notamment sur cette capacité justement à défendre ta surface, le PSG sera à coup sûr challengé. On a l'impression quand même que entre le visage que Paris offre depuis le match retour contre Aston Villa, où, alors je précise qu'on enregistre l'émission avant le match face à Nice, mais on voit un Paris un petit peu en dilettante sur cette fin de saison, et encore une fois, toutes les données que vient d'énoncer Elton, que le PSG est quand même en danger sur cette demi-finale. C'est peut-être le match où, contre Liverpool, on sentait que le PSG était outsider, donc il y avait peu d'attentes. Contre Aston Villa, favori. Là, aujourd'hui, tu es sur du 50-50, et on sent que ça peut vraiment basculer d'un côté ou de l'autre, mais Paris n'a pas autant de sécurité que sur les matchs précédents. Bien sûr, de toute manière, quand tu joues une demi-finale de Ligue des Champions, tu es toujours en danger. Et je pense que les supporters parisiens ne pourront pas me contredire. Ils ont eu l'expérience de l'an passé où on pensait que le Paris Saint-Germain allait pouvoir se débarrasser de Dortmund, et ça n'a pas été le cas. Donc là, effectivement, c'est une confrontation qui est très serrée. C'est vrai qu'en championnat, sur les dernières rencontres, on n'a pas vu une équipe du Paris Saint-Germain extrêmement spectaculaire. Bon, après, le championnat est déjà plié. Bien sûr. C'est aussi le cas pour Arsenal. Arsenal, sur les 4 derniers matchs de Première Ligue, c'est 3 matchs nuls.
face à Everton, face à Brentford, face à Palace. Ce sont des équipes qui ont plus grand-chose à jouer en championnat, qui sont focus vraiment sur la Ligue des Champions. Et donc forcément, ils laissent un peu des plumes en championnat. Donc moi, ce que je retiens surtout du PSG, c'est que c'est une équipe qui est complètement différente de celle qu'on a quand même vue au mois d'octobre. Lors du match du mois d'octobre, j'étais assez confiant et assez optimiste en ce qui concernait Arsenal. Je les voyais l'emporter, surtout à domicile à l'Emirates Stadium. Ça n'avait pas manqué. Arsenal l'avait emporté 2-0. Là, c'est quand même une toute autre équipe. On a une équipe du Paris Saint-Germain qui est montée en puissance, qui a éliminé Liverpool, leader et futur champion de Première Ligue, qui a réussi à se défaire d'Aston Villa, qui est l'une des équipes les plus en forme en Première Ligue, malgré leur défaite il y a quelques jours contre Manchester City. Et puis c'est une équipe qui, dans le contenu, c'est une équipe spectaculaire, qui est capable de te proposer des choses assez différentes. Parce que sur attaque placée, je trouve que le Paris Saint-Germain a quand même beaucoup progressé. Sur les transitions, on l'a vu lors du match retour, c'est une équipe qui peut te faire très mal dans ton dos, avec des profils, j'en parlais tout à l'heure, comme Barcola, comme Dembélé, comme Gvara également, qui a des dribbles assez déroutants en 1 contre 1. Donc moi, du coup, certes, le Paris Saint-Germain doit se méfier d'Arsenal, mais Arsenal doit aussi se méfier du Paris Saint-Germain, parce que ce ne sera pas du tout le même Paris Saint-Germain contre lequel ils vont jouer. Et ce qui va être très intéressant aussi, c'est de savoir quelle équipe va réussir à imposer son style. Parce que finalement, ce sont deux équipes qui... Oui, parce qu'il y a un vrai duel tactique quand même qui est assez intéressant sur ce match. Ce sont deux équipes finalement qui aiment faire la différence et faire basculer le rapport de force en leur faveur via leur pressing. Le Paris Saint-Germain a énormément progressé dans ce registre. Et quand ils arrivent à te presser ou à la perte du ballon, à rapidement entamer leur contre-pressing, à vite récupérer le ballon, c'est quand même, je pense, la force principale du Paris Saint-Germain de Luis Enrique. Et on sait que c'est aussi l'une des forces de Mikel Arteta. Alors certes, le Arsenal de Mikel Arteta a évolué au fil des années. On sait qu'aujourd'hui, Arsenal est une équipe qui, sur une certaine séquence de matchs, sur 20-30 minutes, ils sont capables parfois d'avoir un bloc médian. Ça avait été le cas au Santiago Bernabéu. Ils sont capables comme ça d'avoir un bloc en 4-4-2, d'avoir des lignes assez resserrées, de bien coulisser, de laisser peu d'espace à l'adversaire. Mais quand même, sur la grande majorité des matchs, Arsenal reste une équipe qui aime presser dans le camp adverse et s'installer dans la moitié de terrain adverse. Et c'est aussi une chose qu'apprécie faire le Paris Saint-Germain. Donc moi, j'ai hâte de voir quelle est l'équipe qui va réussir à avoir le ballon et qui va réussir à imposer son style à l'adversaire. Parce que à l'Emirates, je pense qu'Arsenal est quand même une équipe qui ne laissera pas le ballon au Paris Saint-Germain. Et j'ai hâte de voir comment le Paris Saint-Germain aussi va réussir à gérer ces phases où ils seront plutôt en bloc médian, et ils vont devoir essayer d'éviter qu'Arsenal fasse le job. Est-ce qu'il n'y a pas un petit avantage de Luis Enrique, Elton, sur ce duel tactique, peut-être par rapport à la connaissance aussi du haut niveau de ce type de match-là? Non, pour la simple et bonne raison que Mikel Arteta a répondu de la meilleure des manières contre le Real Madrid. Parce qu'Arteta, on le connaît par sa capacité à être un stratège dans les moments clés. Et je pense que ce qui s'est passé face au Real Madrid, couplé aux rencontres régulières de Première Ligue, ces rencontres au sommet, je vais dire contre Pep Guardiola. Il faut quand même préciser qu'Arsenal est invaincu face à Manchester City depuis le printemps 2023 en ce qui concerne la Première Ligue. Il y a eu les affrontements contre le Liverpool de club. Et je pense que même si la Ligue des Champions, c'est encore quelque chose à part entière, je pense qu'il a progressé là-dessus. Donc je ne pense pas qu'il y aura un avantage significatif sur le banc de touche. On peut parler aujourd'hui... au-delà de ce duel tactique, des failles éventuellement des deux équipes. Commençons par le Paris Saint-Germain. Ils vont être très attendus sur le coup de pied arrêté, Najim. Ce qui peut aussi être une grosse force pour Arsenal. Le match peut aussi se jouer là-dessus. Bien sûr. On sait déjà que le Paris Saint-Germain, c'est une équipe qui est souvent friable sur ce genre d'exercice. Et puis en face, tu as peut-être la meilleure équipe d'Europe dans ce registre. Ça a encore été le cas face à Crystal Palace avec un but de Kivior, notamment sur un coup franc indirect. Alors c'est vrai que sur la première partie de saison, Arsenal avait été extrêmement performant sur corner, notamment avec Gabriel, qui était vraiment excellent sur les corners. Gabriel aujourd'hui n'est plus là, mais Arsenal garde quand même cette force. On sait qu'ils ont un spécialiste des coups de pied arrêtés, que ça fait plusieurs années qu'ils travaillent avec précision ce genre d'exercice. Donc bien évidemment, ce sera l'un des registres sur lequel le Paris Saint-Germain va devoir se méfier. Et l'autre petit point faible que l'on peut mentionner et qui a déjà été mentionné par Elton, effectivement, c'est de voir comment, j'expliquais tout à l'heure aussi, comment le Paris Saint-Germain va gérer ces phases où ils vont laisser le ballon à l'adversaire. Alors, je trouve qu'ils ont progressé par rapport aux années précédentes, mais je trouve que le Paris Saint-Germain ne représente pas encore véritablement l'élite dans ce registre. Je trouve que Arsenal ou l'Inter Milan, par exemple, lorsqu'il s'agit de défendre leur moitié de terrain et de défendre leur surface de réparation, restent quand même
des équipes plus performantes, tout simplement. Arsenal qui va avoir un défi un peu similaire face à ce Paris Saint-Germain et à Elton que face au Real Madrid, c'est d'avoir face à lui une attaque composée de joueurs avec énormément de talent, Najim le disait, de variations aussi dans leur jeu, et à la différence du Real, une attaque qui pour le coup marche bien ensemble. Là aussi, ça peut être l'une des clés de ce match, de voir comment Arsenal va être capable de maîtriser une attaque du Paris Saint-Germain qui a su faire très mal à Aston Villa, mais avait un peu plus buté contre Liverpool, par exemple. Ce qui me plaît du côté d'Arsenal, et c'est pour ça que je les avais mis devant le Real Madrid sur la double confrontation, je les voyais éliminés, c'est qu'à l'intérieur du collectif d'Arsenal qui est rodé, c'est une équipe qui est capable de vivre sans ballon, il y a des joueurs qui sont capables de remporter des duels individuels. Et ça, c'est très important. Pour moi, c'était la limite par rapport à Atlético de Madrid, où le collectif maquillait certaines carences individuelles. Et là, tu t'aperçois que t'as Timber qui est capable de remporter des duels en un contre un. Saliba est capable de remporter des duels en un contre un. Lewis Kelly est capable de remporter des duels en un contre un. Je mets légèrement de côté Kior pour des raisons, parce que c'est davantage un joueur d'équipe. Et même Raya est capable d'être décisif. Et moi, toute proportion gardée, ça me rappelle un peu ce qu'avait été la dynamique du Barça 2023, champion d'Espagne, où à l'intérieur de cette équipe, où ils gagnent principalement sur leur assise défensive, et bah, tu avais Koundé, tu avais Araujo, tu avais Baldé, tu avais Christensen, des joueurs capables de remporter des duels. Et ça peut être très important parce que la Ligue des Champions, c'est la compétition du momentum, mais c'est la compétition où le talent s'impose à un moment donné par rapport au tableau noir, et Arsenal est capable de limiter. Et moi, j'ai vu que lorsqu'ils ont affronté le Real Madrid et qu'ils étaient capables de limiter la menace aussi bien collectivement qu'individuellement, et bah ça, c'est un passeport pour aller loin en Ligue des Champions. Donc pour moi, c'est quelque chose qui est très important. À l'intérieur du collectif, des joueurs capables de remporter des duels en un contre un. Elle te fait peur, Najim, cette attaque parisienne? L'attaque parisienne, oui, je l'ai mentionné tout à l'heure, forcément. Je pense que c'est vraiment leur point fort. Quand tu vois la forme de Ousmane Dembélé depuis le mois de janvier, quand tu vois ce qu'a été capable de faire Kvara, notamment au match aller contre Aston Villa, c'est un joueur quand même assez déroutant de par sa qualité de dribble et de par sa qualité de frappe. Je pense qu'un Barcola aussi, même s'il est moins décisif sur les derniers mois, c'est un joueur qui peut te faire mal par ses courses dans le dos de la défense. Donc le danger, il peut venir de partout. Il y a beaucoup de permutations. C'est vraiment la grosse force du Paris Saint-Germain. Il va falloir que la défense d'Arsenal se méfie, même si j'ai mis en valeur les qualités défensives des Gunners. Attention, le Paris Saint-Germain, c'est un défi à prendre au sérieux. Mais pour rebondir sur l'attaque, moi, d'Arsenal, je trouve qu'il y a quand même une petite faiblesse là-dessus. C'est que, mine de rien, il faut rappeler quand même que Thomas Partey sera absent au match aller. Suspendu. C'est une absence qui n'est pas un détail, parce que Thomas Partey est l'un des joueurs les plus réguliers d'Arsenal, je trouve, depuis le début de la saison. C'est un joueur en plus qui a une faculté à récupérer des ballons très hauts. Donc son absence, elle risque de se faire ressentir. Ce qui risque de se passer dans la compo d'Arsenal, c'est que on va certainement avoir un Mikel Merino qui va redescendre d'un cran au poste de numéro 8. Declan Rice va lui aussi redescendre d'un cran pour jouer au poste de numéro 6. Alors c'est un poste qui n'est pas étranger pour Declan Rice. Il a été formé à ce poste. Il y a joué du côté de West Ham et avec la sélection anglaise. Même lors de ses 6 premiers mois du côté d'Arsenal, il jouait aussi numéro 6. Au poste de numéro 9, risque d'y avoir Trossard. Alors certes, Trossard a marqué 3 buts sur les 2 derniers matchs d'Arsenal. Et pourtant, paradoxalement, je ne suis pas forcément rassuré par la présence du Belge. Parce que moi, Trossard, j'ai jamais été véritablement convaincu par son profil au poste de numéro 9. J'ai toujours préféré lorsqu'il était côté gauche. Et j'ai toujours trouvé qu'il était beaucoup plus impactant lorsqu'il rentrait en cours de jeu que lorsqu'il était titulaire. Et donc moi, j'ai encore un mini doute sur la capacité qu'a Leandro Trossard de performer au poste de numéro 9. Là, il va y avoir un gros test contre le Real Madrid. Il va y avoir beaucoup de pression et beaucoup d'enjeux autour de lui. Donc j'ai hâte de voir comment il va se comporter. Et j'ai quand même quelques doutes, même s'il a marqué lors des 2 derniers matchs de championnat face à Ipswich et face à Crystal Palace, mes doutes existent toujours autour de Leandro Trossard au poste de numéro 9. C'est pas Kai Havertz, c'est pas un numéro 9 de métier. Même Mikel Merino, qui n'est pas un numéro 9 de métier, je trouve qu'il avait accumulé une certaine confiance à ce poste-là qui le rendait légitime. Donc, moi, sur le plan offensif, je trouve quand même que Arsenal est un petit peu moins garni, on va dire, quand même, que le Paris Saint-Germain. Pour la raison aussi que j'ai évoquée tout à l'heure, où tu as beaucoup de profils assez unidimensionnels, c'est-à-dire des joueurs qui savent faire une seule chose, entre guillemets, mais par contre, ils savent très bien le faire. C'est-à-dire que Bukayo Saka, il fait souvent la même chose, mais il maîtrise tellement bien ce qu'il fait que ça passe souvent. C'est terriblement efficace. Donc,
J'ai envie de voir, mais encore une fois, si je dois parler d'une force du côté d'Arsenal, je mettrais davantage l'aspect défensif plus qu'offensif. Ça peut jouer, Elton, la confiance quand on vient de sortir le grand Real Madrid? Ah bah oui. Ah ouais, totalement. Moi, j'en avais parlé. J'ai dit avant la double confrontation que c'était justement la double confrontation la plus importante de l'ère moderne d'Arsenal. Parce que ça allait changer l'histoire récente de ce club par rapport à la Coupe d'Europe, parce qu'il est question du Real Madrid, et ça allait changer la carrière et de Mikel Arteta, et des joueurs surtout. Parce que faut savoir que sur les 10 dernières années, seules 3 équipes ont éliminé le Real Madrid. Donc forcément, tu as gagné en confiance. Maintenant, ça ne te garantit pas d'aller gagner la Ligue des Champions. Bien évidemment, c'est une étape différente. À savoir que là, il va y avoir beaucoup plus d'exigences envers Arsenal, d'autant plus que du côté de la presse anglaise, on sait comment ça va marcher. On va rappeler que Arsenal a battu logiquement le PSG en octobre dernier et qu'on s'attend à une bis repetita. Mais attention, parfois, il y a des des confrontations au cours de l'automne qui peuvent se répéter au printemps et qui ne marchent pas de la même manière. Mais voilà, j'allais dire, est-ce que ça leur donne un statut de favori ou on est sur un 50-50 bien mérité? Pour moi, je mets Arsenal favori. Je mets Arsenal favori par rapport à ce qu'ils ont pu faire sur la double confrontation. Il ne faut pas oublier qu'Arsenal était dans le top 4 de la phase régulière, ce qui dessine une certaine régularité. Ça a été un très bon élève. Et ensuite, le fait de jouer le match aller à l'Emirates, on sait que le match aller en demi-finale, ça peut avoir son importance parce que faut quand même contextualiser, c'est des doubles confrontations qui sont espacées d'une semaine. C'est pas espacé de 2-3 semaines où tu as le temps de monter en puissance. Là, c'est vraiment une semaine. Et quand on sait qu'Arsenal a déjà été confronté à ce type de situation contre le Real et qu'ils l'ont emporté avec brio, c'est pour ça que je mets Arsenal favori. Najim? Moi, je suis désolé, je vais pas vraiment me mouiller cette fois-ci. C'est-à-dire que je me suis mouillé, moi, lors du quart de finale. J'avais dit qu'Arsenal allait éliminer le Real Madrid. J'ai beaucoup plus de mal à être aussi tranché cette fois-ci. Je trouve vraiment que pour le coup, c'est vraiment du 50-50. Maintenant, à la différence d'Elton, c'est que je considère quand même toujours que jouer le retour à domicile, ça reste un avantage. Et donc, le fait que le Paris Saint-Germain joue le match à l'extérieur, le match retour pardon, à domicile, je trouve que c'est un léger avantage pour le Paris Saint-Germain, mais j'en fais pas non plus. C'est une question de point de vue. Voilà, mais j'en fais pas non plus un favori. Attention, pour autant. Sur la donnée statistique, c'est pas aussi évident. Ouais, mais en tout cas, de manière générale, on a quand même tendance à penser que jouer le match retour à l'extérieur devant son public reste un avantage. Après, c'est vrai qu'Arsenal, jusqu'à présent, ils se sont toujours facilité les choses dès le match aller. C'est-à-dire ils ont gagné 7-1 lors du match aller contre le PSV, ils ont gagné 3-0 contre le Real Madrid en quart de finale. Est-ce qu'ils réussiront à liquider en quelque sorte cette double confrontation dès le match aller? J'en suis pas aussi certain. Donc, va falloir voir comment cette double confrontation va se passer. Pour rajouter un petit détail également sur le plan tactique que j'ai oublié de mentionner tout à l'heure, il y aura 2 choses aussi que le Paris Saint-Germain va devoir gérer. Déjà, c'est le rôle à l'intérieur de Lewis Kelly. Parce que Lewis Kelly joue latéral gauche, mais il a tendance à revenir à l'intérieur du jeu sur les phases avec ballon. Et mine de rien, c'est une manière de jouer que le Paris Saint-Germain n'a pas beaucoup expérimenté cette saison. Parce qu'en Ligue 1, il y a très peu d'équipes qui jouent avec un latéral intérieur. Donc ça, va falloir réussir à gérer le positionnement de Lewis Kelly, qui en plus, avec le ballon, est capable de faire de sacrées différences. C'est un joueur en plus qui a été formé milieu de terrain. Voilà, à la base. Donc il a une belle qualité de passe et puis surtout, il a aussi une bonne qualité de projection. Il est capable, comme ça, et ça lui arrive au moins une fois par match, de prendre le ballon et de faire des petits slaloms. Et souvent, ça finit par gratter une faute. C'est un joueur qui gratte beaucoup de fautes, Lewis Kelly. Je crois d'ailleurs que c'est l'un des joueurs qui provoque le plus de fautes en Première Ligue. Et ensuite, il y a aussi le rôle que va avoir le relayeur gauche, qui sera certainement Mikel Merino, et qui va avoir tendance à souvent arriver lancé dans la surface de réparation. Et ça, pareil, ça va être un élément qu'il va falloir surveiller, parce que je pense que Mikel Merino va multiplier les appels au deuxième poteau. Donc ce sera une donnée qu'il va falloir avoir en tête. Et enfin, je pense aussi à la forme quand même irrésistible de Declan Rice, parce qu'on ne l'a pas évoqué. Je pense que c'est important dans une preview de rappeler que Declan Rice quand même marche sur l'eau depuis le mois de janvier. On l'a vu lors de la double confrontation contre le Real, parce qu'on parle beaucoup du match aller avec les 2 coups francs. Mais le match retour, il avait été aussi brillant du côté du Bernabeu. Donc, ouais, tu as du côté d'Arsenal vraiment un joueur qui marche sur l'eau. Donc, va falloir le surveiller comme du lait sur le feu. Pas forcément celui qu'on attendait le plus, mais un vrai soldat de longue date, comme on dit, pour Mikel Arteta. Les socios, on ne va pas terminer cette émission avant de jouer, bien sûr, avec notre partenaire historique Winamax qui nous accompagne depuis tant d'années. Bien sûr, on les remercie. Je vous rappelle, bien sûr, juste avant que jouer comporte des risques. Si ça devient
une contrainte, un problème dans votre vie, du quotidien, dans votre vie de tous les jours, il faut surtout en parler à des personnes qui vont pouvoir vous aider. C'est le cas notamment avec le petit numéro qui s'affiche en bas de votre écran. Vous pouvez contacter les personnes qui vont faire en sorte que ce ne soit pas un problème dans votre vie, que ce soit un loisir simplement, comme ça va être le cas maintenant dans cet instant au tableau by Winamax où on va pronostiquer la demi-finale qui arrive, notamment le match aller. Alors je viens de me rendre compte que j'ai mal fait mes devoirs parce que j'ai oublié de vous demander vos pronos avant l'émission. L'excitation, voilà, j'étais dans la préparation. Donc je vais les découvrir en même temps que les socios. Je vais commencer par toi, Najim. Parce que je pense que tu auras le prono le plus honnête et objectif de ce plateau. Bien sûr. Je tiens juste à dire, parce que si on n'est jamais mieux servi par soi-même, que lors de la dernière émission avec Yacine, j'avais pronostiqué match nul en Strasbourg et Monaco, qui a eu 0-0 samedi. Voilà, c'est pas mal. Vu que c'est le moment de se jeter quelques louanges, j'en profite aussi pour rappeler. Vas-y, je te fais la passe D. J'en profite que j'avais dit qualification d'Arsenal contre le Real Madrid. Oui, c'est vrai aussi. Et que c'est passé, donc j'espère que mon pari là va passer également. Ouais. Car c'est Arsenal. Et je rappelle aussi, on l'avait déjà dit, mais comme ça on ne pourra pas nous accuser, que Romain aussi avait eu bon sur le PSG Aston Villa. Je t'ai coupé, pardon, excuse-moi, j'ai pas vu que tu avais lancé ton pari. Arsenal qui gagne au match aller à 2-0-5. Je pars du principe qu'à l'Emirates Stadium, Arsenal est favori pour le coup. Ils doivent l'emporter s'ils veulent préserver leur chance de qualification au Parc des Princes. Je pense que si Arsenal ne l'emporte pas, ça risque d'être très compliqué au retour. Pas impossible, mais ça risque d'être compliqué. Donc je vois quand même Arsenal l'emporter. Alors pas 3-0 comme ça a pu être le cas contre le Real Madrid, mais je vois quand même une victoire des Gunners. Peut-être une courte victoire, hein, peut-être 1-0, 2-1, mais je les vois quand même l'emporter à 2-0-5. Je trouve que ça reste quand même une belle cote. 2-0-5, victoire d'Arsenal donc pour démarrer cette demi-finale, ce match aller, cette double confrontation. Elton Mokolo, on contredit Najim ou on va dans son sens? Non, je suis parti sur qualification d'Arsenal. Ah ouais, toi tu n'as pas envie de t'embêter pour 2 semaines. Je suis parti parce que déjà c'est une très belle cote, c'est une cote à 1,95. Et pour moi, l'enjeu de la double confrontation, c'est l'équipe qui sera en capacité de mieux vivre sans ballon. Et à ce jeu-là, je pense que Arsenal est devant le PSG. C'est-à-dire que dans la double confrontation, il y aura des moments, des coups de chaud. Et je pense qu'Arsenal est beaucoup plus paré pour répondre à ce genre de situation que le PSG. Donc par rapport à ça, je mets Arsenal qualification pour la finale à 1,95. Moi, je te connais, Elton Mokolo. Tu préfères jouer Arsenal en finale que Paris Saint-Germain? Je préfère jouer le PSG Arsenal. Ah, d'accord. Non, je préfère jouer le PSG Arsenal parce que Arsenal, moi, je l'ai dit, je les vois depuis la phase régulière. C'est une équipe qui, je l'ai toujours dit, on en a souvent parlé avec Najim depuis l'été 2023. Le jour où ils ont fait un clic et qu'ils sont devenus une équipe compétitive, et quand ils ont appris à vivre sans ballon. Et ça, pour moi, on peut dire ce qu'on veut, c'est un passeport pour aller loin en Ligue des Champions. Et là, ils sont dans leur momentum. J'ai jamais été aussi... J'espère vraiment que la cote d'Elton, elle passera plus que la mienne. Même. Ouais, bah oui, franchement, oui, tant qu'à faire. En plus, c'est kiff-kiff. Clairement. J'espère sincèrement que tout ce que vient de dire Elton va... Mais du coup, c'est intéressant parce que ça montre aussi qu'Arsenal est favori des bookmakers. Hein, parce que... Bah non, parce que je crois que le Paris Saint-Germain a une cote plus faible, il me semble. Si je me trompe pas. Qu'un 95 ? Il me semble que j'avais vu... Alors, je sais pas si on peut vérifier en régie. Ouais. Il me semble, en tout cas, moi, la dernière fois que j'avais vu, je crois que le PSG était à 1,75. C'est encore mieux. C'est Fares Hachem. C'est le professeur Xavier dans X-Men. Je crois que le PSG était à 1,75. Donc, il me semble que le Paris Saint-Germain est favori. Ouais, la qualif, c'est très bien parce que j'adore maintenant, c'est naturel dans cette émission. Bon, voilà. Le gars, viens, pose-toi là. Prends le stream deck. Voilà, c'est bon, pour changer les plans. Mais tu sais quoi, même mets un plan large. On discute. Un plan large, on pose ici, frérot, il y a de la place. On ramène le micro-ondes, on se fait une petite soirée, c'est bon. 1,80. 1,80, voilà. 1,80, donc c'est le PSG qui est favori auprès des bookmakers. Donc voilà, donc encore une intervention utile de ma part. Donc 1,95, effectivement, 1,80 si vous voulez parier la qualification du PSG. C'est kiff-kiff. Comme quoi on le voit, hein, mais avec avantage Paris Saint-Germain. On va refermer cette page Winamax, bien sûr, qui est encore très inspirante pour les socios qui nous regardent. Mais il y aura peut-être des bons résultats, hein, c'est le principal. Hein, si dans 2 semaines on arrive avec des réussites, et bien quelque part, ça aurait été un moment réussi. C'est le principal. Et ça, on dirige aussi vers la fin de cette émission. Il y a l'autre preview, bien sûr, qui arrive sur la chaîne. Barça contre l'Inter. Une petite finale avant l'heure, peut-être. On peut se dire aussi, là, sur ce rendez-vous, on va en parler également, avec vous deux aussi. Donc voilà, restez branchés sur la chaîne du Club des 5. Merci en tout cas de nous avoir suivis pour cette première preview de ces demi-finales de Ligue des Champions.
vraiment très intéressante. Je trouve, moi, très intéressant le dernier carré. Il nous hype bien, bien clairement. comme il faut. Mais franchement, les dernières années, ça va. On n'est pas. Et puis en plus, on a 4 équipes de 4 pays différents. Ouais, c'est vrai que ça arrive pas souvent quand même, ça. Avec un Français en plus. Avec un club C'est français. la 4e fois que ça arrive depuis l'introduction de la nouvelle Ligue des Champions. Et la dernière fois, tu sais, c'était quand? C'était. Donc de l'ancienne d'ailleurs, du coup. Enfin, de la réforme, réforme Ligue des Champions. Réforme. Et la dernière fois, si je dis pas de bêtises. Avec 4 clubs différents. Je l'ai pas comme ça en tête. Hein. La dernière fois, c'était 2017. Ah ouais 2017. Ah d'accord. L'an dernier, non, l'an dernier, on a qui? On a le Real, Real. Juve 2017. Real, Non, finale pas 2017. 2018. D'accord, ok. 2018. oui, Avec l'AS Rome qui s'était qualifié en demi. Real Bayern et Liverpool Rome. Ouais. Tout à fait. Voilà. Ah bah c'est ça, ouais. Pas mal. La première saison du club des 5. Ouais. Faut pas rigoler avec ça. Ah, mais il était bon. C'est solide. Hein. Il a été bon, il est solide. Voilà. La première, sur les appuis. Les quelques-uns qui ont essayé, voilà, ont vite déchanté. La première, c'est 2004, la deuxième, c'est 2010 et la troisième, c'est 2018. Très bien. Ouais. Merci. Bon, ça allez, il les a pas en tête. Ça, il les a vus dans un article, quand même, je vous rassure. Non, pas du tout. Non. Alors, franchement, attention. Hein. Ah, j'ai pas vu Le 2018, il l'a, je pense. Il va le chercher tout seul. En réfléchissant. Mais franchement, les deux autres, je pense qu'il le lui refait. à l'article, il aurait eu 2018 tout de suite. Je pense que ça lui a permis de relier à l'article, je pense. Non, j'avais plus un doute sur 2018 que sur 2004 et 2010, ça c'est sûr. D'accord, ok. Parce que 2004, t'as Porto et 2010, t'as demi-finale de Lyon. Non, mais là où il est malin, c'est qu'en fait, il les réfléchit beaucoup plus vite que nous, dans la mesure où il va déjà chercher la finale et le champion. Donc ça te permet aussi déjà, si t'as Porto, effectivement, c'est vrai club que portugais, 2004, ça peut paraître assez. C'est sûr que tu vas en finale, tu vas sur le Chelsea-Manchester 2008. Ouais. C'est bon. Tu vas sur le 2013 Dortmund-Bayern. C'est pas bon, c'est 2014, etc. Donc c'est là où il sélectionne beaucoup plus facilement. Pas mal. Attends, tu nous as dit 2014, non? Non, il a dit 2010-2004. Bon, tu vois, même quand on veut piéger, c'est impossible. Bref, on va conclure quand même cette émission. Donc, retrouvez-nous, bien sûr, sur la chaîne du Club des 5 pour l'autre preview des demi-finales de cette Ligue des Champions. Merci à Fares Hachem, désormais, que tout le monde connaît, bien sûr, qui, encore une fois, va venir se poser avec nous. On va arrêter les faux semblants d'avoir réalisé et préparé cette émission. Merci à vous tous de nous suivre et de nous écouter, bien sûr, sur YouTube et en podcast. Et on se retrouve donc très vite sur la chaîne du Club des 5, peut-être même tout de suite, pour regarder l'autre preview des demi-finales. À tout de suite.